Bonjour à toutes et tous pour ce webinaire matinal transmission du Conseil de l'Ordre de Paris-Île-de-France sur le thème du rôle de l'expert comptable dans la négociation. Alors, vous le savez peut-être, dans euh, les différents conseils régionaux des ordres, il peut y avoir des commissions, il y en a plusieurs à Paris, et dont une qui traite de la transmission d'entreprise. Et dans ce domaine-là, nous avons décidé d'organiser régulièrement des webinaires, des communications sur 1h30 pour présenter une thématique. Donc aujourd'hui, nous présenterons le rôle de l'expert comptable dans la négociation. Sujet très important, car nous véhiculons la conviction que l'expert comptable a un rôle important à jouer dans toutes les opérations de transformation d'entreprise, en amont, en aval, pendant, etc. etc. Donc, on a aujourd'hui la chance et l'honneur d'avoir avec nous deux intervenants membres de notre comité qui ont l'expérience dans ce domaine-là, donc qui sont Patrick Soussana et Frédéric Turbat dans l'ordre alphabétique. Mais en termes d'intervention, on va démarrer par Frédéric Turbat, et que je félicite, ainsi que Patrick, et à qui je cède la parole tout de suite. Alors, je précise à tout le monde que vous pouvez poser des questions. À votre écran, vous avez à droite une petite flèche pour indiquer questions. Posez vos questions par écrit si vous voulez, et nous allons les examiner pendant la matinale, et nous y répondrons autant que possible en fin de réunion, enfin dans cette réunion, avant la fin de la réunion. Voilà. Merci à tous et je laisse la parole à Frédéric Turbat. Bonne écoute et bonne matinale. Bonjour, merci Jean-Luc pour cette introduction. Donc effectivement, on va réfléchir ensemble sur la place particulière de l'expert comptable dans tout le processus de négociation d'une transmission, en se posant évidemment des deux côtés, à la fois du côté de l'accompagnement d'un cédant et du côté de l'accompagnement d'un repreneur. Alors, ce sont peut-être des lieux communs, mais il est évident qu'aujourd'hui, accompagner un processus de transmission nous met en présence d'un grand nombre de personnes. Et là, l'expert comptable a un rôle très particulier, voire on pourrait dire, et sans du tout dévaloriser les interventions d'experts comptables, de banquiers, de conseillers CCI, de fiscalistes ou autres, même un rôle fédérateur, voire un rôle central. Et c'est un des sujets que l'on va aborder pendant cette matinale, qui est le rôle prépondérant de l'expert comptable. Étant entendu que spécifiquement, ce qu'on appelle négociation, c'est pas uniquement je vais négocier le prix, où je vais négocier une garantie d'actifs et de passifs, mais ça va être tout un ensemble d'actes, voire un ensemble de situations où l'expert comptable va avoir un rôle assez particulier et un rôle essentiel vis-à-vis de la personne qui l'accompagne, vis-à-vis de son client. On va sortir justement, et c'est un des enjeux, je trouve, de la profession, alors sur ce sujet-là, mais bien évidemment sur d'autres sujets de notre profession, c'est un des enjeux de presque de notre avenir, si j'exagère un petit peu. Il faut sortir de son rôle technique, sortir de son rôle uniquement de j'ai la capacité, j'allais presque dire intellectuelle, calculatoire et juridique à organiser une mission. On va voir que dans cette approche particulière, dans ce rôle spécifique de l'expert comptable, finalement, on a un rôle qui va bien au-delà j'allais dire du simple rôle, mais évidemment sans aucun critère de valeur dans la formulation, du simple rôle de notre mission d'expert. Alors, très simplement, pour reprendre ce déroulé, on va suivre une mission classique d'accompagnement ou à la cession ou à l'acquisition. On va bien se mettre des deux côtés dans chacune des situations et regarder quelle est la position particulière que peut choisir l'expert comptable, en tout cas qui est, j'allais presque dire, offerte à l'expert comptable à chacune de ces situations. Donc évidemment, on pense bien évidemment en un premier lieu à la négociation du prix, à l'évaluation de la société, que ce soit évaluation parce que je conseille un cédant, je conseille un preneur, la négociation dans la mise en place du montage juridique, et là il y a un vrai rôle très spécifique, et puis le temps de la recherche des financements qui va aller jusqu'à la conclusion finale et jusqu'au moment où la cession est engagée. Et on n'oublie pas non plus le temps de l'appréciation. Et là aussi, quel que soit notre rôle, que l'on accompagne un cédant ou un repreneur, l'expert comptable a un véritable rôle à jouer, qui n'est pas uniquement pour essayer de pérenniser sa mission et son chiffre d'affaires, mais qui est vraiment un rôle d'accompagnement très particulier, et je voudrais presque dire très proche vis-à-vis de son client, quel qu'il soit repreneur ou qu'il soit cédant. Premier sujet, évaluation et négociation du prix. Alors, si j'essayais de le mettre de manière un petit peu rapide, en fait, l'expert comptable,
pourrait le classer en trois grandes typologies. Il peut créer de la valeur. Plutôt, je vais enlever le mot peut, il crée de la valeur dans les missions de session ou d'accompagnement qu'il peut diligenter. Il va faciliter cette étape de négociation et d'évaluation, et puis il sécurise aussi. Donc l'idée n'était pas c'était de rester modeste sur notre rôle, mais pour autant, on est vraiment à la frontière de ces trois sujets-là. Donc je vais vous les exposer de manière globale. Donc c'est là sur l'aspect facilitateur. Alors c'est un terme qu'on utilise beaucoup en ce moment, la facilitation et même des applications qui nous permettent d'organiser de manière facile et de simplifier les flux de nos propres cabinets ou des organisations de nos clients. L'expert comptable effectivement a une facilité, peut faciliter ou a une capacité à faciliter la partie négociation. Si on se met du côté de l'acquéreur, il va falloir à un moment donné, j'allais presque dire, revenir sur terre. Et ce sujet-là, on l'a des deux côtés. C'est-à-dire que j'accompagne le repreneur ou j'accompagne le cédant. L'objectif dans l'accompagnement d'un acquéreur n'est pas absolument d'acheter la valorisation divisée par deux ou d'essayer de faire, en mettant des guillemets sur la formulation, une bonne affaire à tout prix. L'expert comptable va avoir un rôle d'approche un peu plus réaliste, probablement d'approche peut-être plus proche du terrain et peut-être d'aider son client acquéreur à devenir ou à redevenir raisonnable. Et dans ce cadre-là, on va fixer des critères qui vont être objectifs. Là, évidemment, nous sommes des experts comptables, nous sommes soumis à un code de déontologie, nous avons évidemment la notion d'indépendance qui est chevillée au corps de toutes nos missions. Pour autant, parfois, on peut être amené à bonder dans le sens de notre client de manière particulière et spécifique. Là, on a une capacité presque à jouer un rôle de juge de paix et à choisir une démarche qui est d'aider notre acquéreur à avancer sur des critères objectifs et des critères qui sont défendables. Et là, on va utiliser notre capacité et toute notre compétence et notre expertise en tant qu'expert comptable. Et dans ce cadre-là, c'est intéressant d'aider l'acquéreur à finalement rester dans la dynamique qu'il a mise en place. On voit souvent, et le CRA est expert sur le sujet, de dire il faut qu'on ait cette fiche de cadrage, cette fiche d'approche lorsque je vais acquérir une société. On peut être le juge de paix pour aider l'acquéreur à rester dans ce cadre-là, ou alors s'il veut en sortir sur des notions de géographie, des notions de taille d'entreprise à reprendre, qu'il y ait une cause, qu'il y ait une organisation, qu'il y ait presque une réflexion sur ce sujet-là qui peut se faire avec l'expert comptable. Donc l'acquéreur va trouver dans notre approche et dans notre présence à ses côtés un rôle de facilitation et même un rôle pour éviter, même si j'en parlais après sur la question de la crispation, un rôle finalement qui va peut-être limiter, peut-être temporiser ou éviter des flux de cortisol trop forts s'il y a des crispations assez fortes. Et puis ce que l'on retrouve du côté acquéreur, on va retrouver le pendant du côté cédant bien évidemment. Le cédant, alors j'ai mis cette phrase un peu elliptique, je vends 40 ans de ma vie professionnelle, donc on peut être tenté ou nos clients cédants peuvent être tentés de valoriser de manière presque plus psychologique et sentimentale une société que sur une approche chiffrée. Donc là aussi, l'expert comptable a la capacité à simplifier, à faciliter l'approche du cédant et peut-être même à lui permettre de prendre du recul, de devenir ou de redevenir comme l'acquéreur plus objectif. Et le rôle même qui peut être dévolu à l'expert comptable, ça se trouve dans certaines missions, qui est que la première approche chiffrée, la première approche de valorisation, d'ailleurs qu'on soit qui peut être du côté du cédant, du côté de l'acquéreur, parfois peut être faite par l'expert comptable et pas uniquement par cette relation personnelle, même si elle est essentielle et indispensable à tout projet de transmission, pas uniquement par un échange entre un acquéreur et un cédant, voire par un courrier. Et l'expert comptable peut avoir ce rôle-là de présenter et de ce fait de le mettre dans un cadre qui fasse que les crispations éventuelles pourront être potentiellement atténuées, même si, et je vais y revenir dans 3 minutes, même si le temps de crispation est à mon sens un temps nécessaire, sinon indispensable dans tout projet de transmission d'entreprise. Deuxième sujet, l'expert comptable est en capacité de sécuriser le process. Alors bien évidemment, on pense à l'audit d'acquisition lorsque l'on va accompagner un repreneur. Pardon. On pense à l'audit d'acquisition parce que l'audit d'acquisition va nous permettre de mettre les éléments ou d'identifier les éléments qui sont susceptibles d'être écrits dans la garantie d'actifs et de passifs, d'identifier également l'ensemble de la structure susceptible d'être prise sous un angle, et là aussi on va rejoindre notre indépendance et notre objectivité, sous un angle objectif de force et de faiblesse,
n'oublions pas que l'objectif de l'audit d'acquisition n'est pas uniquement de faire baisser le prix. Ça, c'est là pour le coup, on sortirait de notre rôle et de nos règles déontologiques. L'objectif de l'audit d'acquisition peut aussi d'aider l'acquéreur à prendre conscience du potentiel de la structure qu'il s'apprête à acheter ou sur lequel il se pose des questions d'acquisition, mais pas uniquement d'identifier une créance qui n'a pas été dépréciée, qu'il faut absolument déduire à 100% des capitaux propres pour faire varier le prix à la baisse. Cette démarche va s'accompagner aussi d'une relation particulière, peut-être avec l'expert comptable du cédant ou avec le conseil, avec l'avocat, le cas échéant avec le notaire, même si c'est un peu plus rare dans ce type à ce stade-là de l'intervention, pour sécuriser la relation entre tout le monde. Et le fait, on a la même démarche, et tout le monde la connaît évidemment, on a la même démarche quand on va accompagner un client dans le cadre d'un contrôle fiscal, d'un contrôle URSSAF, ça peut être bien d'avoir un discours un petit peu plus presque juridique ou entre les professionnels pour aussi faciliter et sécuriser la relation entre les intervenants, la prise de recul sur ces sujets-là. N'oublions pas qu'on est dans une démarche qui est très particulière. Un acquéreur change de vie lorsqu'il va acheter une entreprise, et un cédant change de vie lorsqu'il va vendre son entreprise. Donc on est dans un temps de l'acquéreur et un temps du cédant qui est extrêmement particulier. Également, si on se place du côté du cédant, l'expert comptable a capacité à sécuriser le processus de cession en négociant précisément la garantie d'actifs et de passifs, mais tout en restant aussi de manière objective et en essayant de trouver la bonne manière pour là aussi ne pas se mettre dans une situation où on s'arc-boute sur des principes et qui risque d'ailleurs de mettre en péril le processus de transmission ou de cession. Et on va même jusqu'à être en capacité d'aider l'acquéreur à acheter. Alors ça peut paraître étonnant, dès l'instant on se dit tiens, je suis le rôle du cédant, même sur des questions déontologiques, je ne peux pas conseiller, je serai jugé partie des deux côtés, mais il peut être dans notre rôle d'aider l'acquéreur avec évidemment l'accord plein et entier, ça c'est, il s'entend, du cédant à prendre connaissance, à apprécier justement ses forces et ses faiblesses de l'entreprise, pourquoi pas à aider à monter le business plan. C'est un sujet qui se trouve et qui n'est pas forcément mal pris dès l'instant où cette démarche-là est proposée à l'acquéreur. Voilà, il faut rester assurément dans des règles déontologiques et rester en tout point clairement objectif et honnête, mais ça peut être une démarche aussi qui sécurise l'ensemble. Le cédant peut être sécurisé, savoir que l'acquéreur est en bonne capacité de reprendre sa structure, aussi sur des questions de pérennité de l'emploi, sur des questions de pérennité de la marque, sur des questions de poursuite de l'activité que j'ai créée il y a 40 ans. Donc là, on est vraiment dans une démarche de sécurisation. Et vous voyez qu'à ces différentes étapes, on sort de notre rôle technique, on sort de notre rôle d'expert, on sort de notre rôle qui est consacré par toute notre expérience et notre expertise pour rentrer dans une dynamique qui est beaucoup plus personnelle et une dynamique qui est beaucoup plus de facilitateur. Et puis, l'expert comptable a aussi une capacité dans cette étape de création, dans cette étape d'évaluation et de négociation du prix. Donc, on n'est pas encore évidemment au moment où on a choisi et définitivement la valorisation, de créer de la valeur. Encore une fois, l'audit d'acquisition n'est pas uniquement pour faire baisser le prix, mais il peut bien aussi identifier, pourquoi pas, des développements. On a beaucoup évoqué ce sujet-là au tout début de la crise du Covid, entre mars et juin 2020. En se disant les projets de cession vont s'arrêter, finalement non, parce qu'on a essayé de trouver d'autres éléments et une autre manière d'apprécier au sens juridique du mot, c'est-à-dire donner de la valeur, d'apprécier une société, une entreprise qui va être cédée. Donc le rôle de l'expert comptable n'est pas uniquement de mettre en garde l'acquéreur pour dire attention, il y a tel risque, attention, il y a telle sous-valorisation ou telle survalorisation, pardon, de tel poste d'actif par exemple, mais aussi de le permettre de le faire rentrer dans quelque chose qui va lui être profitable. Et ça, c'est une mission d'ailleurs qui peut être ajoutée ou être jointe à une mission d'audit d'acquisition qui va être d'apprécier les développements possibles, au-delà de l'aspect purement technique et commercial, de l'aspect du métier que va connaître évidemment l'acquéreur, mais on peut être dans une dynamique beaucoup plus positive sur ce point-là. Et on rentre de ce fait-là dans une facilitation aussi de la négociation, parce que créer de la valeur, si l'acquéreur imagine qu'il a une capacité à faire quelque chose de différent, de plus, en mettant des guillemets sur le mot plus, mais cet élément va effectivement l'aider particulièrement à acquérir cette entreprise, voire à en accepter un élément de prix qui, de prime abord, pourrait lui sembler un petit peu élevé. Et puis du côté du cédant, l'expert comptable a capacité aussi à valoriser, et là j'en prends aussi le mot juridique et financier, de créer de la valeur, de la valorisation d'un bien, en aidant
son client cédant, à remettre des procédures, à se poser la question du RGPD, voire à valoriser la prise en compte des normes de RGPD dans la constitution, dans le package, dans la corbeille de mariée de mon entreprise, à apprécier la résilience face aux crises telles qu'on les a connues, sanitaires puis économiques des dernières années, à mettre en place une revue du juridique qui va lui permettre de dire tous les contrats de travail sont nickel, d'équerre, les accords d'entreprise, les PV d'assemblée, enfin tout a bien été réorganisé. Et là, ça peut aussi créer de la valeur. Le cédant ne va pas vendre, j'exagère dans la formulation évidemment, une société qui est mal organisée, qui est même désorganisée juridiquement. Donc là aussi, on a un rôle particulier de création de valeur en travaillant sur un certain nombre de sujets, qui peut aussi d'ailleurs déboucher sur un calendrier qui serait amené à être décalé. J'ai envie de vendre mon entreprise et aujourd'hui il y a un point noir dans une rentabilité particulière, voire dans un pôle de clientèle qui est mal valorisé, qui est sous-rentabilisé. Peut-être faut-il que on décale la cession à 6 mois, 1 an, 2 ans, le temps de retrouver ou peut-être même de céder cette activité, voire de l'arrêter. Enfin, toute décision de gestion peut être intéressante à analyser. En tout cas, pour définir un calendrier qui va permettre au cédant de pleinement valoriser son activité. Et ce rôle-là de création de valeur, finalement, est un plus pour chacun, à la fois qu'il soit acquéreur, qu'il soit cédant. Donc là, nous, on a une mission particulière ou des missions particulières à orienter, à proposer à nos clients. Ainsi, on pourrait, si je voulais tenter avec grande modestie de faire une synthèse sur ce sujet-là, notre rôle sort du rôle de l'expert comptable traditionnel avec toute la technicité qui, d'ailleurs, sur laquelle on fonde aussi la reconnaissance de notre profession, de notre métier dans l'aréopage des PME, TPE. Nous ne sommes pas que des techniciens extrêmement compétents. Nous avons capacité aussi à faire face par le simple fait que l'on est en dehors, et ça je trouve que c'est un rôle passionnant de notre métier, qui est que à la fois on est dans l'entreprise et on est en dehors. Il y a cette fameuse ces fameuses missions, ce rôle à deux piliers. Le fait d'être proche du créateur, proche de l'entreprise, de connaître les procédures, nous permet aussi d'avoir un regard qui est relativement aiguisé, et le recul, le fait d'être aussi relativement en dehors de la gestion quotidienne, donne une facette particulière à nos missions, donne même une coloration au conseil que l'on peut donner à nos clients avec quelque chose de plus. Voilà. Et ce point-là est particulièrement intéressant. Alors, je dis ça sans critique aucune vers nos amis avocats, notaires, conseillers, avocats fiscalistes, etc. Mais nous, on a cette capacité à ne pas se cantonner à un aspect technique, ce qui est peut-être moins simple d'ailleurs pour un avocat. Dès l'instant, lui, il a un rôle assez juridique et assez prudent vis-à-vis de son client. Nous, on peut justement être dans un rôle beaucoup plus psychologique. Alors, j'aurais peut-être dû mettre des guillemets sur le psychologique pour peut-être ne pas heurter nos huiles de l'ordre, mais on a cette capacité à créer quelque chose d'un peu nouveau, voilà. Et qui d'ailleurs aussi peut être un élément sinon d'attractivité, du moins d'intérêt professionnel pour l'expert comptable en exercice. Deuxième période où nous sommes amenés à intervenir et sur laquelle on a évidemment un rôle particulier à faire dans cette étape de négociation, ça va être la négociation sur la partie montage juridique et mise en place de la garantie. Alors là, j'ai essayé en reprenant 2 points. On est dans un rôle évidemment de conseil, ça je pense que ça n'a échappé à personne. C'est même d'ailleurs pour ça que l'on vient nous voir sur ces sujets-là. Et puis on est aussi dans un rôle on a une capacité à rassurer, et qui dit rassurer, et là je le mets au bon sens du terme, c'est pas éviter de se faire peur, c'est rassurer. Donc ça veut dire aussi assurer la suite, peut-être même la pérennité du projet. Donc on va regarder sur quel point ces 2 éléments-là peuvent se mettre en place. On a un rôle de conseil. Là, je vais développer assez rapidement parce que c'est quelque chose que nous connaissons tous. On a un rôle de conseil, bien évidemment, vis-à-vis du repreneur sur l'appréciation du montage juridique opportun. Est-ce que j'ai plutôt intérêt à créer une holding? Est-ce que j'ai plutôt intérêt à réfléchir ou de manière concomitante avec le choix de ma protection sociale pour les personnes qui sont accompagnées et qui bénéficient de l'accompagnement de Pôle emploi dans le cadre de la perception de l'allocation retour à l'emploi? Quel va être le mécanisme, voire quel va être le montage juridique idoine, tout en assurant une protection sociale
particulières, notamment à la fin de la portabilité, mutuelle et prévoyance. Enfin, il y a différents sujets qui vont se créer. Évidemment, là, c'est notre expertise qui va intervenir. De la même manière, le mode de financement est un sujet important. Alors, je vais recourir à un mécanisme avec des dettes mezzanines et une intervention seconde. Je vais recourir juste avec de la love money. Je vais financer sans emprunt, par exemple. Bon, c'est assez rare, mais pourquoi pas. Mais là aussi, on peut aussi avoir une dynamique un peu différente qui va être de dire, mais est-ce que dans le mode de financement, on ne pourrait pas faire intervenir le cédant? Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui existe, que l'on voit dans les bouquins, qui a pris un peu d'essor et un peu de présence avec j'ai dire la crise sanitaire. Je ne vais pas dire que c'est un des bienfaits de la crise sanitaire, ce serait toujours un petit peu compliqué comme formulation. En tout cas, qui a pris de l'essor au moment en 2020, enfin sur le premier semestre 2020, pour aider les acquéreurs à reprendre. Finalement, la relation entre repreneur et acquéreur a changé du tout au tout, et l'expert comptable peut aussi être au cœur de ça. Donc, le mode de financement, l'intervention éventuelle du repreneur dans le mode de financement peut être un élément intéressant. On s'était posé la question des PGE, on s'était posé la question, alors on peut plus forcément en acquérir aujourd'hui, mais on s'était posé la question du compte courant du repreneur, qui pouvait être aussi un élément facilitateur. Et là, en tant que conseil du repreneur, je peux avoir un vrai rôle, au-delà même du fait que lier les intérêts dans le temps d'un repreneur et d'un acquéreur peut aussi être un élément de stabilité du process, voire de réussite du projet. Et puis, le rôle de conseil va évidemment être important sur la question du calendrier, sur la question du moment opportun pour créer finalement créer ce projet de reprise. Et puis aussi, et là encore, on se remet dans une relation avec des deux côtés. Il est intéressant pour celui qui acquiert de savoir dans quelle situation part celui qui vend. Et la question peut-être d'aménager le calendrier pour permettre à bien respecter le fameux délai pendant les trois actes de celui qui va céder son entreprise pour qu'il puisse bénéficier du fameux abattement pour départ en retraite. Ça peut être intéressant aussi en tant qu'expert comptable, d'avoir ce lien-là, ce lien entre le repreneur et l'acquéreur pour bien apprécier cette situation particulière, voire aider son client repreneur à être dans une démarche de facilitateur vis-à-vis du cédant. Et là aussi, on n'est pas uniquement sur un rôle extrêmement technique. On a également une présence rassurante, on l'a évoqué, la garantie de passif. Évidemment, cette garantie de passif a un rôle de protection de notre client repreneur. Donc, on peut imaginer que de ce côté-là, on est parfaitement dans un rôle de protection, un rôle de réassurance. Encore faut-il que la garantie soit actionnable, que l'on ait mis en place les éléments. Alors, on va parler de garantie. On voit de plus en plus arriver le pôle d'assurance sur ce sujet-là. Donc voilà. Donc là aussi, on a un rôle à la fois de facilitateur et en même temps d'aider notre client à revenir sur des éléments objectifs et réels. Et puis, le rôle que l'on peut avoir aussi, c'est la manière d'organiser. Ça fait partie de la négociation. Organiser cette période extrêmement particulière d'accompagnement. J'ai accompagné récemment un projet vous avez prévu qu'il y ait 2 ans d'accompagnement à temps plein du cédant dans l'entreprise, ce qui, au vu de l'activité, ne le nécessitait pas évidemment, mais en plus c'était même risque de confusion en matière managériale et en matière de faire adhérer les salariés déjà présents au programme et à l'image et au projet du repreneur. Donc, nous avons un rôle particulier ici, qui est même un rôle rassurant sur ce sujet-là, qui est de leur permettre de piloter ce temps-là, voire, ça sera abordé dans la partie après la session, voire justement être présent pendant cette période-là pour participer à ce que j'ai appelé de manière un peu rapide un billard à 3 bandes entre le cédant, les acquéreurs et les salariés. Donc d'être dans cette dynamique-là aussi rassurant et facilitateur. Et puis vis-à-vis du cédant, nous avons un rôle de conseil. Alors là, on change sur le repreneur, on va passer sur le cédant. Évidemment, on va regarder l'option fiscale. C'est même d'ailleurs dans certains cas que les cédants viennent nous voir pour ce point-là, qui est de dire je veux vendre ma boîte, je vends mes 40 ans de vie professionnelle, mais je ne veux surtout pas payer d'impôts et encore moins de charges sociales. Donc on est évidemment sollicité dans cette dynamique-là, savoir quelle est la meilleure option fiscale qu'il est possible d'adopter sans prendre de risques. Mais ça va nécessiter du temps. Et donc là, évidemment, on a un rôle particulier de conseil de nos clients, pas encore cédants, mais de ceux qui viennent nous voir, qui va être de les aider à
définir, voire à revenir dans un calendrier qui n'est à l'évidence pas, sauf contraintes, je pense aux contraintes de santé par exemple, ou un accident de la vie particulièrement important, qui n'est évidemment pas, ou en tout cas de manière préférentiellement pas, dans le cadre d'une session dans l'urgence ou dans les 3 mois qui viennent. Donc là, on a un rôle particulier de conseil qui va être de dire on peut rentrer dans cette démarche-là et on entend bien votre souhait de vente. Par contre, si vous souhaitez bénéficier de tels et tels avantages, si vous souhaitez le faire de bonne manière, et de bonne manière ne veut pas forcément dire éluder l'impôt, hein, mais si vous souhaitez le faire de bonne manière, bah, vous allez pouvoir justement mettre en place un calendrier. On va vous accompagner pour ça. Et là, on a un vrai rôle de conseil qui est là aussi de donner de l'expertise par rapport à notre compétence et à notre approche. Et puis le rôle rassurant auprès du cédant, bah, alors ce qu'on avait d'un côté, on va le retrouver de l'autre. Hein. L'accompagnateur du repreneur va évidemment travailler sur la garantie de passif, et de l'autre côté, on va travailler aussi sur une certaine limitation de la garantie de passif, ou en tout état de cause, sur une garantie de passif qui puisse être raisonnable. Alors évidemment, la notion de caractère raisonnable est toujours un petit peu compliquée à appréhender. Dès l'instant, on sort du raisonnable fiscal, bien évidemment. Mais ça, là aussi, on a un rôle particulier avec notre cédant qui va être de lui faire accepter une garantie de passif, que c'est un élément qui est relativement courant et en tout cas qui est un élément très facilitateur, tout en lui garantissant qu'il ne soit pas dans que ça ne met pas une épée de Damoclès sur l'ensemble de son patrimoine, sur son temps de retraite, ou spécifiquement quand on est dans une situation où on a un accident de la vie. Et puis, le rôle rassurant auprès du cédant va aussi d'aider à lui piloter le montage juridique et financier, évidemment, et de protection sociale, voire même dans certains cas, c'est le premier sujet qui va être mis en place pour aller après ce temps de cession. Donc, on est vraiment dans une dynamique en tant qu'expert comptable sur cette période de la négociation du prix, de la présentation du prix, de l'avancée de la rédaction de la garantie de passif qui va reposer sur la période d'audit d'acquisition, en donnant une coloration qui est plutôt une coloration de facilitateur, si je voulais essayer de résumer sûrement maladroitement tout ce que je viens de se dire, de notion de facilitateur de notre mission d'expert comptable dès l'instant où on fait le choix de sortir de notre rôle technique et même il est intéressant de l'écrire, hein, même pourquoi pas dans une lettre de mission, en tout cas dans les synthèses que l'on va produire auprès de nos clients, de sortir de notre rôle technique pour aborder une présence particulière, beaucoup plus, alors je ne veux pas utiliser un terme galvaudé de coaching, c'est peut-être pas tout à fait la bonne formulation, en tout état de cause, d'être dans un rôle beaucoup plus psychologique et un rôle qui tient compte beaucoup plus des personnes et des sentiments des personnes. Je prends notamment la négociation du prix ou la première approche, la première information du prix, c'est un temps spécifique qui peut donner lieu à crispation de part et d'autre, même si la crispation n'est pas mauvaise en soi, spécialement dans un processus de reprise et de cession, le fait de se crisper est souvent un moment intéressant parce que la manière dont on sort de ce temps-là en dit beaucoup, voire assure une certaine pérennité et une certaine sécurité sur l'ensemble du projet. Je vais laisser la parole à Patrick sur la troisième partie qui est la recherche de financement, puis après on pourra répondre à vos questions. Bien, merci Frédéric. Donc je te laisse passer les slides au fur et à mesure. Alors, une petite introduction sur ce métier de la transmission qui rentre un peu dans ce que recherche l'ordre aujourd'hui, hein, c'est-à-dire d'ouvrir à des nouveaux métiers. Il est clair que tout le monde ne pourra pas faire, en tout cas sauf appartenir à très très grands groupes, tout le monde ne pourra pas tout faire, hein, se spécialiser dans un métier ou se spécialiser dans une profession. En tout cas, la transmission a un intérêt, c'est que on va retrouver à la fois des aspects techniques que nous maîtrisons de par notre formation, et des aspects, je n'osais pas dire ce mot-là, mais Frédéric, comme il l'a dit, je le reprends, et des aspects psychologiques. Le deuxième intérêt que je vois dans ces missions-là, c'est la durée. Bon, sauf à prendre un petit commerce qui est revendu à ses salariés, et ça va aller très vite. Dès qu'on arrive sur des structures un peu plus importantes, il y a un accompagnement, que ce soit du cédant ou de l'acquéreur, il y a un accompagnement qui est relativement long.
Et le troisième point que je vois comme intérêt dans cette mission, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, hein, je vous donne ma position. Le troisième intérêt que je vois dans cette mission, c'est d'accompagner d'autres professions, hein. S'il y a des points que l'on ne sait pas gérer au sein du cabinet, je ne fais pas de gestion de patrimoine, je fais du juridique, mais je ne veux pas quand même m'engager sur des choses un peu lourdes, eh bien, je vais avoir ce que j'appelle moi le team transmission et qui vont créer des liens en plus, parce qu'une transmission, je dirais, d'une structure, ne serait-ce que de PME déjà, ça ne va pas se faire en 2 mois. Le délai peut être de 18 mois, 2 ans, donc un temps relativement long. Donc maintenant, ce qu'on va voir maintenant sur la recherche de financement, j'avoue que l'aspect psychologique, sauf si le gars ne trouve pas son financement facilement, l'aspect psychologique est assez peu présent dans cette partie-là. On va surtout à être technique et surtout sur quelque chose que l'on maîtrise, hein. Peut-être, et Frédéric ou Jean-Luc me contrediront s'ils le souhaitent après, mais pour moi, faire une recherche de financement pour acquérir une structure, soit un fonds de commerce, soit des titres, ou acheter une grosse machine-outil, c'est à peu près la même chose, hein. Les documents demandés par le banquier sont relativement les mêmes. Je voudrais, avant de rentrer, Frédéric, pardon, tu peux. Ah oui, pardon, avant de passer au slide suivant. Voilà. Donc, comme c'est quelque chose qui est relativement fréquent, bah, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une intrusion un peu dans quelque chose qu'on utilise certes assez peu, c'est de faire appel à un capital risque, à une société de capital risque. Bon, même si c'est quelque chose qu'on utilise assez peu, j'ai vu assez peu d'écrits dans les différents supports de transmission qui ont été faits. Donc on va commencer par le crédit classique. On va commencer par le crédit classique. Frédéric, c'est toi qui as la main. Merci. Alors, cette recherche de financement, on pourrait croire que ça arrive relativement tard dans le processus de transmission d'entreprise. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est mieux en le disant. Moi, je ne vais pas vous parler du cédant, je vais parler dans cette partie-là que du repreneur, hein. Le cédant, il va savoir comment utiliser les fonds qu'il va récupérer. Donc, la recherche de financement, il faut, de mon point de vue, lorsqu'on veut acquérir une société, dès le démarrage, se poser la question de la cible. Ça, c'est hyper important. Peut-être qu'au fur et à mesure des démarches qu'un repreneur va faire, peut-être qu'il aura une opportunité et qu'il sortira de sa cible parce qu'il y a une opportunité. Mais ça n'empêche que si on veut vraiment se concentrer sur une reprise d'entreprise, il faut déterminer une cible. Qui dit détermination d'une cible dit aussi une détermination un peu du besoin de financement. Donc, pour moi, dès le démarrage, il va falloir questionner son banquier pour savoir à peu près dans quelle limite il va suivre. Vous savez, c'est toutes ces informations les plus importantes que vous donne le banquier quand il est face à vous, qu'il n'a rien à écrire. Ça ne veut pas dire que derrière son service juridique, et surtout ces derniers temps, mais il paraît que ça s'améliore, et on le constate sur le terrain, ces derniers temps, les services juridiques étaient un peu plus gourmands en demande de garantie et autres. Bon, donc dès qu'on démarre, on a déterminé sa cible, on fait un point, donc on n'a pas fait de dite d'acquisition puisqu'on n'a pas pour l'instant une cible bien précise. Donc on demande un peu au banquier comment il va pouvoir nous suivre. Deuxième intrusion avant de faire le crédit classique, le crédit vendeur. Bon, je ne vais pas vous dire ce qu'est un crédit vendeur, je n'ai pas jugé utile de faire un slide là-dessus. Vous savez exactement de quoi il retourne. Je n'ai pas de statistiques, mais on constate que c'est souvent dans des
petites, voire des toutes petites entreprises, des commerces, artisanats, qui sont cédés en interne. Et donc, le crédit vendeur peut être une bonne solution, je dirais, notamment parce que la personne qui veut reprendre l'entreprise ne trouve pas de financement à l'extérieur. Alors, ce crédit vendeur, attention, si vous faites un crédit vendeur plus un crédit que j'ai appelé moi classique, hein, donc dans ce cas-là, il faudra bien tenir compte, lorsque vous allez voir le banquier, de l'endettement total, hein. Le banquier ne prend pas simplement dans ce cas-là le crédit qu'il va faire. Alors, le crédit auprès d'un établissement bancaire classique, BNP, Société Générale, pardon pour les autres, je les ai oubliés, représente quand même une partie importante des financements dans le cadre d'un rachat de titres de participation ou d'un rachat d'un fonds de commerce. Bien. Et là, vous allez voir que je ne vais pas m'étendre parce que c'est ce que j'ai appelé, moi, fait partie du cœur de métier de l'expert comptable, hein. On a déjà l'habitude, quelle que soit la taille de l'entreprise, petite, moyenne ou grande, on a déjà l'habitude d'aider nos clients à rechercher des financements. Donc, ça fait partie de notre cœur de métier. Lorsqu'on va chercher le financement, bien évidemment, on va se rapprocher de sa banque. Moi, je préconise, dans la mesure du possible, et surtout quand le cédant, ça se passe bien, ce qui est souvent le cas, hein, ça se passe bien, je préconise de questionner la banque du cédant. D'abord parce qu'il connaît bien l'entreprise et il aura une vue plus précise du business plan que vous allez lui proposer. Et si vous répondez en 5 minutes, de toute façon, je ne fais rien, je m'interroge pourquoi. J'interroge peut-être le banquier, mais surtout, je m'interroge pourquoi. Donc, moi, je vous conseille, même si on ne fait pas obligatoirement affaire avec lui à la fin, c'est de voir avec la banque du cédant. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va le diffuser à toutes les banques, les nôtres, plus d'autres éventuellement. Si ce sont de très, très grosses opérations, il va falloir aussi trouver un pool de banques parce que ça permet aux banques d'aller un peu plus loin dans le financement puisqu'ils vont partager le risque à plusieurs. Une fois que j'ai dit ça, dans le cadre d'un business plan, je me suis juste contenté de faire une petite fiche toute simple, rappelant les points essentiels de ce qu'il peut y avoir dans un business plan. Je n'ai pas la prétention d'être exhaustif, hein, donc on a la présentation de l'entreprise, la présentation des repreneurs, l'activité de l'entreprise, le développement, très, très, très important cette notion de développement, puisque ça va permettre de faire de préciser à la banque des données financières, notamment si j'ai la prétention ou l'ambition, choisissez le mot que vous voulez, de multiplier par 2 le chiffre d'affaires en 5 ans. Toute analyse financière, dans un premier temps, on se dit oui, le gars, il est bon. Mais par contre, si j'ai un projet de développement qui est bien détaillé, peut-être que ça a quelque chose qui est réalisable, hein. Donc voilà. Je pense que lorsqu'on est rentré dans une logique de transmission, ce business plan doit être fait avec le sur les données financières, puisqu'on est quand même relativement à l'aise sur les données financières, mais ça peut être aussi très important de donner son point de vue, et pas d'un point de vue psychologique, comme a dit Frédéric tout à l'heure, mais d'un point de vue objectif sur l'ensemble de la rédaction, hein. Bien évidemment, votre business plan va dépendre également de l'entreprise reprise. Je dirais que dans une PME, c'est quand même un document qui va faire une vingtaine, une trentaine, voire une cinquantaine de pages, où les données financières sont importantes, mais comme on dit dans les cours de récréation, mais pas que.
Ceci étant, on va faire une petite intrusion dans le capital risque. Frédéric. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas, hein, ou peu. Bon. D'abord, la première raison, c'est que la société de capital risque, d'une manière générale, elle fait des opérations sur du long terme et surtout sur des structures qui ont une forte valeur ajoutée et un résultat net important pour que le capital risqueur puisse un peu se rémunérer je ne vous vois pas, j'ose pas le dire, allez si quand même, puisse se rémunérer un peu sur la bête, hein. Donc très clairement, si vous avez une entreprise qui fait 2% de résultats après impôt, ça peut largement suffire à une entreprise familiale où on va se distribuer les 2% qui restent parce qu'on n'a pas d'endettement, etc. Mais ça ne risque pas d'intéresser un capital risqueur puisque de lui, il va être rémunéré par deux biais. Un, les prestations qu'il va le fournir et deux, par la distribution de dividendes. Bon, donc le capital risqueur, d'abord, avant de lancer des recherches de cibles, il va déjà définir sa stratégie d'investissement. Alors l'intérêt, c'est que souvent ils sont dans une activité, ils sont dans une ou plusieurs activités, mais des activités qu'ils connaissent bien, d'accord. Donc en cherchant un peu, dans tel type d'entreprise, il faudra plutôt aller voir tel capital risque plutôt qu'un autre. Donc ça, vous allez voir que c'est très très important, le fait qu'ils connaissent bien l'activité. D'autre part, ils peuvent amener de l'argent en compte courant, mais le capital, c'est pas l'objectif unique du capital risque. Le capital, alors quand je dis capital risque, il faudrait mieux que je dise capital risqueur. Bon, mais vous aurez compris. Donc le capital risque, lui, va rentrer dans l'entreprise à un taux relativement important, hein, il ne se contentera pas de 5 ou 10%. On va le voir après. Merci Frédéric. Il va s'investir, il va même parfois être très utile pour un repreneur parce que, comme je disais il y a quelques instants, le capital risque va rentrer essentiellement dans des structures où il connaît très bien l'activité et donc il va s'investir, hein. Il va s'investir, pas simplement, comme je l'ai mis entre parenthèses, avec le suivi des investissements et le reporting de la société dans laquelle il est intégré, mais il va peut-être aussi faire des prestations de marketing, enfin, lui ou d'autres avec qui il travaille, des opérations qui vont aider l'entreprise enfin le chef d'entreprise euh, qui a, qui a, qui a acquis, pardon, décidément, cette structure. Alors, donc ça c'est la limite, hein. On est le patron sur le papier, quand je fais appel à un capital risque, je suis le patron sur le papier, mais je dois rendre compte à mes actionnaires de façon périodique et donc j'ai une perte d'indépendance. Ensuite, non, encore un peu avant peut-être, encore. Alors, quand est-ce qu'il... Merci Frédéric. En ce qui concerne le désinvestissement, bien évidemment, le capital risque rentre pas pour 1 ou 2 ans, hein. En général, ce sont des opérations qui durent au moins 5, voire 8 ans, hein. À un moment, bien évidemment, le capital risque va vouloir sortir, ne serait-ce que pour clôturer sa société et rendre les fonds à ceux qui l'ont apporté.
Ceux qui apportent les fonds sont en général des institutionnels ou des gens qui ont des, comment dire, de très grosses ressources, quoi, hein. On rentre rarement dans un capital risque à moins d'1 million d'euros, voire même plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, il va falloir le capital risque va devoir sortir de la structure. En général, il le fait. Alors, je ne parle pas dans le cadre de peut-être de très grosses entreprises du CAC 40, etc. Je parle d'entreprises de PME, ETI. Il va le faire au moment de cession industrielle. Il va le faire au moment où il y a des regroupements d'entreprises. Vous êtes dans un métier où il y a un fort regroupement d'entreprises, donc il va profiter de cette opportunité, mais il va aussi pouvoir céder à au chef d'entreprise, au repreneur, et donc ça permet au repreneur de racheter les titres de la société dans lequel il avait déjà investi, peut-être maintenant avec des moyens plus important pour faire un crédit classique. Vous voyez, je reboucle sur le crédit classique et donc pouvoir cette fois-ci être totalement indépendant. Je conclus en rappelant, pardon, il va y avoir la distribution de dividendes. 2, il va y avoir aussi des prestations fournies et donc il va falloir l'intégrer dans le business plan. C'est pour ça que je dis que c'est plutôt des entreprises à forte valeur ajoutée. Après avoir vu un point plus technique, on va revenir un peu dans la psychologie et dans la précession. Alors, en ce qui concerne la précession et en ce qui concerne le cédant. Merci, merci beaucoup. Là encore, hein, pour le cédant, il faut qu'il prépare la gestion de son patrimoine dès qu'il va se mettre en position de cession. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on n'est pas sur des dossiers techniques comme on a pu voir dans d'autres matinales, telles que la loi Dutreil, etc., etc. Donc, mais avant, il y a toute une préparation pour savoir comment, lorsqu'on aura les fonds, gérer son patrimoine. Et ça passe aussi par la gestion de la succession, voir comment gérer ses droits de succession. Donc, grosso modo, on est en train de parler de quelle est la meilleure fiscalité. Et comme je l'ai mis en nota, cette démarche doit être accomplie dès la mise sur la mise sur le marché de la vente de son entreprise. D'accord? Parce que bon, si on se retrouve avec quelques milliers, mais surtout quelques millions d'euros, et c'est clair que ça doit se préparer. Donc ça, pour le cédant, voilà, c'est à peu près la seule chose qui est, enfin bon, à peu près, c'est le point le plus important que l'on doit voir. En ce qui concerne le repreneur, alors là, il y a un rôle très important de la part de l'expert comptable, puisque Frédéric n'a pas osé dire le mot coaching, donc moi je le dis. Bon, l'accompagnement du dirigeant pour l'aider à prendre sa place dans l'entreprise acquise. Je pense, lorsque j'ai écrit ça, à 2 cas où ce sont des cadres supérieurs d'entreprise qui ont fait l'objet d'un PSE, qui sont partis avec un peu de sous et qui ont racheté une entreprise. Et il a été important de les suivre parce qu'au démarrage, je dirais que ils savaient gérer, ils savaient diriger l'entreprise, ça, il n'y avait pas de souci, mais il fallait les aider parce qu'ils étaient un peu perdus compte tenu du nombre de tâches qu'ils devaient faire par rapport à ce qu'ils faisaient dans leur grande entreprise de laquelle ils sortaient. Il n'y avait pas d'office manager, il n'y avait plus de comptable ou de direction administrative et financière qui donnaient des éléments au jour le jour, etc., etc. Donc ce rôle d'accompagnement me paraît très important, quelle que soit la personne, mais un peu plus dans quelques cas particuliers
tel que je l'ai dit. Bon, suivre le business plan, bien sûr, ça me paraît. Et puis surtout, au moment de l'audit d'acquisition, on a regardé un certain nombre de choses, euh, pas simplement des données financières. On a regardé également la gestion du personnel, on a regardé l'utilisation des machines, etc. Mais on l'a regardé avec un œil certes extérieur, mais surtout avec la présence du cédant. Bien. Qui bien évidemment, de bonne foi, hein, surtout quand c'est 40 ans de vie, comme le disait tout à l'heure Frédéric, qui de bonne foi nous a montré que le beau côté des choses. Donc, il y a peut-être dès le démarrage un audit plus approfondi à faire, en tout cas au minimum, et là encore c'est l'expression d'un point de vue, vous devez avoir le vôtre, au minimum sur tout ce qui est salaire et moyens de production. Les moyens de production, parce que on peut très rapidement gagner en productivité. Donc voilà ce que j'avais un peu à vous dire sur l'avant et l'après-session. Et donc en conclusion, bon, alors transmission d'entreprise dans les nouvelles missions de l'expert comptable. Moi, j'y ai toujours trouvé un fort intérêt intellectuel, d'accord, parce que on va toucher à plusieurs domaines. Même si je le dis très 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 modestement, je n'avais pas la compétence de tout faire, notamment sur tout ce qui était partie gestion de patrimoine et tout ce qui était partie rédaction d'actes et de garantie d'actifs et passifs. Ça n'empêche qu'en étant en accompagnement, intellectuellement, un, j'ai pu accompagner mon client, mais deux, faut dire les choses telles qu'elles sont, ça m'a permis également d'apprendre. Bien évidemment, ce sont des missions à forte valeur ajoutée et on conclut quasiment toutes ces matinales, bien évidemment, avec le même mot, la nécessité de formation, pour pouvoir faire ces missions. Voilà, Jean-Luc, désolé, j'ai fait 3 minutes de plus, je te laisse la parole. Merci à tous. Je ne sais pas si on me voit à l'écran. Je ne sais pas si on m'entend. On m'entend, Patrick, là? Faut déjà que Oui. je remette mon micro. Oui, on t'entend, mais on ne te voit pas. On ne me voit pas. D'accord. Alors, on va peut-être me voir là. Voilà. Voilà, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup, Frédéric et Patrick, de votre intervention. Alors, avant d'apporter quelques compléments, je vois qu'il y avait qu'il y a une question qui est posée par un auditeur qui a suivi la formation CRA et qui est en recherche de reprise d'entreprise et il pose la question de savoir comment entrer en relation avec des experts comptables pour savoir s'ils n'ont pas dans leur portefeuille des clients qui seraient cédants. Alors, je peux apporter la question à la réponse suivante, c'est que en fait, nous avons très peu de cas où les cédants souhaitent s'afficher. Voilà. Je sais qu'il y a des bases de, de données où il y a des offres de cession d'entreprise. Hein, on les trouve sur les sites de la Chambre de commerce, sur le CRA d'ailleurs. Et, mais nous n'avons pas, nous, experts comptables, une base de données par rapport à ça. Nous avons créé au niveau national une base de données sur mais qui a usage interne pour l'expert comptable lorsque un de nos clients souhaite acquérir, voilà, où on a l'information d'un acquéreur potentiel par rapport à un budget, par rapport à des précisions, pour voir si en interne, dans la profession, nous avons un client que ça pourrait intéresser, mais on n'a pas cette information-là. Donc, je ne peux pas vous donner une réponse positive. Si vous cherchez à acquérir, aujourd'hui, vous ne pouvez pas interroger tous les experts comptables pour savoir s'ils ont dans leur clientèle tel ou tel client qui voudrait céder. On est nous-mêmes souvent interrogés par des
cabinet d'intermédiation, je crois que il faut consulter les bases de données et peut-être consulter les experts comptables que vous connaissez, qui peut-être pourront vous aider, mais ces intermédiaires ont cette vocation de connaître et d'agir auprès d'un large public avec des bases de données d'entreprise par rapport à votre besoin, par rapport à votre capacité de financement, par rapport à votre expérience, parce qu'il faut trouver la bonne entreprise si vous voulez acquérir en termes de taille, en termes de prix, en termes de localisation. Or, on a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas cédées réellement parce que les recherches d'acquisition ne correspondent pas forcément aux offres, notamment en termes de localisation. Je vois des clients qui nous cherchent, par exemple, à acheter une imprimerie ou cherchent un hôtel, ou cherchent, on a plein de cas, mais ils cherchent telle région, tel volume, et quelquefois nous avons ce qu'ils souhaitent, mais pas forcément dans la bonne région ou au bon prix. Donc, il faut trouver le bon ajustement. Excusez-moi. Et c'est la raison pour laquelle votre conseil expérimental peut vous aider. Alors, ce matin, la matinale portait sur un thème extrêmement important pour moi, qui était la négociation. C'est que l'expert comptable, dans notre conception de la profession, n'est pas bien sûr que dédié à arrêter et contrôler des comptes d'entreprise, mais d'être un conseil d'entreprise, un conseil dans la gestion d'entreprise, un conseil dans le management d'entreprise, sur différents volets, que ce soit au niveau de la partie financière, ça va de soi, avec des financements adaptés, au niveau des fonds propres aussi, au niveau de l'ouverture du capital éventuellement, s'il y a des projets dans l'entreprise et que les fonds propres sont insuffisants. Bref, notre rôle à nous est un rôle d'accompagnant du chef d'entreprise dans toutes ces dimensions. Aujourd'hui, quand on parle de transfert d'entreprise, on ne parle pas d'ailleurs uniquement des cas de départ en retraite, même si c'est un cas qui est important, pas uniquement de ce cas-là. Moi, je vois des clients au cabinet qui sont jeunes. Je sais bien que le critère de jeunesse est très relatif, mais je parle de personnes qui ont moins de 40 ans, donc on va dire qu'elles sont âgées, elles sont vraiment jeunes, et qui sont déjà à leur troisième opération d'acquisition et de cession. Voilà. Enfin, il y a eu des opérations de création et de cession, pour être plus précis, parce qu'ils ont créé une entreprise au départ, et puis leur plaisir, c'était la création, et c'était pas le suivi, après, ça les intéressait moins, donc ils ont vendu. Ils en ont racheté une autre, c'est deux associés, ils en ont racheté une autre qu'ils ont développé un peu, puis ils ont vendu. Bref, donc c'est presque, je dirais, une autre vocation que les entrepreneurs d'antan qui créent leur entreprise pour toute leur vie. Voilà. C'est-à-dire qui, quelquefois, partaient, disparaissaient avec leur entreprise. Parce que une des difficultés que l'on a souvent quand on conseille des chefs d'entreprise, c'est l'anticipation des chefs d'entreprise pour préparer leur cession. Certains ont l'impression qu'ils sont des immortels, sans être forcément académiciens, et qui donc ont la pêche, ne sentent pas le poids des années, et puis poursuivent et ne préparent pas l'avenir, pensant qu'ils sont là, qu'ils sont toujours là, et que au fond, quand on leur parle de préparer la suite, on les insulte presque. Et pourtant, notre rôle à nous de conseil, d'expert comptable, c'est de préparer nos clients à céder leur entreprise, parce que la cession, c'est un chemin assez long. On dit généralement qu'il faut bien compter 2 bonnes années, voire plus quelquefois, parce que si on veut optimiser la fiscalité, si on veut structurer l'entreprise pour qu'elle soit cédable, si on veut organiser l'équipe autour de soi, etc., trouver le bon repreneur, donc ça prend du temps que la cession d'entreprise. Et nous, enfin, et vous, ceux qui nous écoutez, si vous regardez dans votre clientèle les clients qui sont en capacité ou en période où ils devraient préparer la cession, voire peut-être préparer une reprise d'entreprise, parce que la croissance externe est un élément de développement assez conséquent. Et les entreprises qui ont de la trésorerie, qui dorment en banque, qui rapportent 0,00, peut-être qu'il serait intéressant, si on a les capacités humaines et financières, de préparer la croissance,
par de l'acquisition d'entreprises sur des métiers similaires ou voisins ou complémentaires, comme ils souhaitent. Et notre rôle à nous, c'est de les aider pour ça, de les pousser pour ça. Préparer à la cession, à la transmission, avec tout ce qui est organisation interne et anticipation, valorisation, options fiscales et autres, voilà. Et puis, éventuellement, l'acquisition. C'est là où on a un rôle important. Et ce matin, nous traitions de la négociation. Et à la fois, Frédéric Turbat et Patrick Chanel vous ont exposé où nous pouvions intervenir sur les aspects de négociation, de prix, de montage juridique, de garantie, de financement et d'accompagnement après cession. Notre rôle est assez large. Encore faut-il que l'on veuille l'assumer, l'exercer. Et c'est la raison pour laquelle moi, je conseille à tous ceux qui n'ont pas cette expérience du tout de se former pour commencer, parce que le sujet est assez complexe au plan technique et au plan, je dirais, opérationnel. Au plan technique, la fiscalité de la cession n'est pas évidente. Tout le monde n'est pas habitué, même s'il connaît le nom, à connaître les contours et les arcanes, par exemple, du pacte Dutreil. Tout le monde n'est pas à l'aise forcément avec les éléments liés à la fiscalité de la cession. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec des éléments juridiques, même si moi je recommande toujours de travailler en équipe pour la cession, de ne pas penser qu'on sait tout faire, parce qu'on ne sait pas tout faire. Et pour rédiger des actes, personnellement, moi j'aime bien m'entourer des compétences d'un avocat spécialisé, parce que là aussi, rédiger une garantie d'actifs et de passifs, ce qu'on appelle une GAP couramment, un abrégé, garantie d'actifs et de passifs, ce n'est pas aussi simple, non seulement de la rédiger, mais aussi de la négocier, parce que d'évidence, le repreneur veut plein de garanties, et d'évidence, le cédant veut donner le moins de garanties possible. C'est logique. Et d'où l'importance du rôle du conseil d'essayer de faire accéder certaines choses à son client, autrement, ça ne marche pas. D'ailleurs, on constate souvent que lorsqu'il y a un repreneur et acquéreur qui négocient ensemble en direct, il y a des étincelles rapidement parce qu'il y a des désaccords sur le prix, sur la garantie active passive ou d'autres choses, et ça part au clash. Le rôle d'intermédiaire, quand il y en a un, ou quand chacun a son conseil, ben c'est le moyen de faire en sorte de négocier avec nos propres clients, d'accepter des clauses pour que ça puisse se faire, sans que ce soit forcément faire pour faire. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup d'autres questions, c'est ce que je regarde en même temps que je vous parle. Donc, je ne voudrais pas vous maintenir inutilement bien plus longtemps. Simplement vous dire que nous avons élaboré au niveau du Conseil de l'Ordre de la documentation utile pour vous. Et donc, allez sur le site du Conseil régional ou du Conseil national de l'Ordre pour la documentation. Si vous avez une expérience dans ce domaine-là, vous pouvez nous rejoindre au niveau du comité transmission, parce qu'on a besoin de ceux qui ont une expérience pour grossir nos rangs, parce qu'on a de projets de communication au service de la profession. Voilà. Je ne vois pas, en même temps que je vous parle, je regarde les questions. On peut éventuellement ajouter l'e-book qui a été produit par le comité de transmission et qui est téléchargeable. Oui, bien sûr. Alors, je vois une autre question maintenant qui est arrivée, excusez-moi, en même temps. Avez-vous des montants et des durées de gap observées? Est-ce que Patrick ou Frédéric veut répondre à cette question? Et je lis votre question. Pour ma part, je m'interroge sur la tarification de cet accompagnement qui couvre un champ d'action très très large, sachant qu'on ne sait pas toujours sur quelle thématique nous allons être sollicités. Bien souvent, on propose un service de base et on se retrouve happé sur plein de sujets non prévus dans la mission initiale. Et puis,
Une autre question, y a-t-il des modèles de mission d'accompagnement? Alors ça, je réponds tout de suite, c'est facile. Oui, on a des lettres de mission que l'on propose sur le site du Conseil national de l'ordre. Il y a deux missions pour l'accompagnement à la cession ou à l'acquisition. Ça, regardez le site de l'ordre et vous trouverez ça. Alors, des deux questions auxquelles on n'a pas répondu, c'est est-ce que l'on a une expérience des montants et des durées de gap observés? Est-ce que Patrick ou Frédéric veut répondre? Bon, je vais répondre à celle-là parce que je ne sais pas répondre à l'autre, donc je la laisse gentiment à Bravo, Frédéric. bien joué. Bon, alors, en général, la garantie d'actifs passifs, la plus fréquente, hein, je ne sais pas qui a posé cette question, monsieur ou madame, la plus fréquente, c'est la garantie sur la période fiscale et sociale. Hein. Je parle d'une société in bonis, avec pas trop de problèmes lorsqu'on a fait l'audit d'acquisition. Hein. Et donc, c'est en général 3-4 ans, avec souvent maintenant un effet dégressif sur les garanties d'actifs. Bon, le passif, c'est 3 ans. Après, c'est la discussion. J'ai rencontré des gens qui ne voulaient je le dis et j'espère qu'ils ne sont pas derrière l'écran, je trouvais ça stupide, mais qui voulaient une garantie à partir du premier euro. Bon, parce qu'ils disaient que tout un passif, c'est un passif. Ouais, enfin, bon, le genre de type un peu buté. Bon, en général, et là, je ne vous donnerai pas de chiffres parce que ça va dépendre de la taille de l'entreprise. En général, on a un seuil de déclenchement. Ça, c'est classique. Hein, seuil de déclenchement à partir de 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 euros. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Et puis, il y a la possibilité. Là, par contre, le cédant, il n'aime pas beaucoup. Pardon, l'acquéreur, je me suis trompé. C'est de limiter à un montant 20% de l'acquisition, etc. Donc, s'il y avait vraiment une limite sur la garantie d'actifs et passifs, on ne peut conseiller que de faire un audit d'acquisition plus approfondi. Voilà ma réponse sur ce sujet. Frédéric, la deuxième question, je la laisse. Je ne sais plus d'ailleurs ce que c'est. Oui, juste un petit point sur la garantie. Il peut y aussi y avoir éventuellement une garantie qui va être limitée sur une opération particulière. Je pense à un renouvellement de contrat, un appel d'offres qui va être remis en cause, qui peut pour le coup être même l'élément essentiel de la constitution de l'actif. Donc voilà, dans certains cas, on peut causer aussi une garantie sur un événement ou un sujet, toujours avec des limites et des garde-fous. N'oublions pas qu'une garantie d'actif passif, c'est un contrat. Un contrat, si on n'est pas d'accord, ce sera le tribunal de commerce qui va nous en délier le cas échéant ou le faire appliquer, et que des notions de durée, des notions de rédaction qui vont permettre d'être le plus précis possible, vont permettre au juge à un moment donné de se dire oui, le contrat s'applique, le contrat ne s'applique pas, ou alors il n'est pas du tout assez précis, il a une durée trop longue. Enfin, donc c'est un vrai sujet juridique, la garantie d'actifs passifs, au-delà de l'aspect, alors je reviens sur le psychologique, de se dire c'est bon, de toute façon, même si je gère mal la boîte que j'ai achetée, j'aurai la garantie derrière. C'est pas aussi simple que ça, en fait. Donc, il y a vraiment un sujet très particulier, très juridique. Juste rajouter, Frédéric, parce que Patrick a parlé de la période de prescription fiscale ou sociale, par exemple. Effectivement, souvent, ce qu'on ne peut pas prévoir, c'est un contrôle fiscal ou d'URSSAF avec un redressement. Et même les audits d'acquisition, quelquefois, ne détectent pas l'ampleur de cela. Mais il peut y avoir aussi d'autres choses. Hein. On a quelquefois des cas de litige avec un fournisseur. On peut avoir quelquefois des risques sur le recouvrement des créances. On peut avoir quelquefois un litige avec une procédure contentieuse en cours, prud'homale ou autre, qui quelquefois peut durer longtemps. Et d'où l'intérêt, quelquefois, de segmenter les garanties par nature, ce que disait à l'instant Frédéric. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire qu'en matière fiscale et sociale, voilà, il y a un seuil de déclenchement, comme disait Patrick Toussana à l'instant, il y a une durée, la période qui peut être fiscale, de contrôle ou sociale. Mais pour d'autres sujets, ça peut être très différent, parce que le recouvrement des créances, par exemple, on peut considérer dans la proposition de reprise que les provisions sont insuffisantes
Et dans ce cas-là, on peut bien mettre que les non-recouvrements de créances à telle date, au bout de 6 mois, ou je ne sais quoi, ou 8 mois, par exemple, seront considérés comme étant irrécouvrables et donc justifieront une garantie. Et donc, on me donne un délai pour ça, même un montant. Par contre, en matière quelquefois de litige avec un fournisseur, un litige avec un salarié, quelquefois ça peut être très long, des procédures avec les voies d'appel et autres. Et quelquefois, il peut y avoir donc des garanties de passifs qui, sur certains points, ne fixent pas de délai autre que le délai judiciaire. Voilà. D'où l'importance, quelquefois, de demander des garanties, je dirais, non pas qu'écrites, mais garanties réelles avec un montant en séquestre ou autre chose. Parce que moi, je dis toujours, quand on accompagne un client pour ces entreprises, pour acquérir l'entreprise, moi, je crains toujours pour l'acquéreur le coup de foudre. Voilà. Parce que quelquefois, nous voyons des clients nous dire, oui, ça m'intéresse, je la veux, il y a de la concurrence pour acheter la boîte, donc je vais signer tout de suite, j'accepte tout, le client ne veut pas donner de garantie, le cédant ne veut pas donner de garantie, c'est pas très grave, je veux cette entreprise. Et quelquefois même, il rajoute du prix, la valeur du prix d'acquisition pour être sûr d'avoir l'entreprise. Alors, il y a des cas où ça peut être compréhensible, mais quelquefois, ça peut être déraisonné. Hein, voilà. Nous, notre boulot, notre travail, notre responsabilité d'expert comptable, c'est d'aider le client à être raisonnable au niveau de la rédaction des actes, au niveau des précisions, au niveau des motivations, au niveau des délais, au niveau des… Donc, on a là-dessus une vraie responsabilité et quelquefois, les clients nous en sont grés parce que moi, j'ai vu des clients qui voulaient racheter absolument toute l'entreprise. Ils ont même à un moment donné d'eux-mêmes rajouté de la valeur parce que le cédant hésitait à leur céder leur boîte. Ils ont même rajouté du prix pour ça. Et je sais qu'il y en avait un avec qui on s'était fâché, vraiment, en disant, mais vous perdez votre self-control, vous êtes déraisonnable. Et puis finalement, ça a capoté. Et heureusement, parce que l'entreprise, après, elle n'a pas duré très très longtemps. Donc, notre rôle à nous n'est pas toujours un rôle d'accompagnant dans la facilité. Quelquefois, on doit aussi dire à nos clients des vérités. Ceux qui n'ont pas assez de financement, par exemple, parce que combien de gens nous disent, ils veulent acheter une entreprise, par exemple, ils n'ont pas beaucoup de trésorerie. Ils disent, on va s'arranger. Mais comment on va s'arranger? Une entreprise, il y a un prix de vente, il y a quelquefois un besoin fonds de roulement à financer. Notre rôle à nous, c'est quand même de les prévenir, les aider, les accompagner. Alors quelquefois, certains nous disent non, non, ça suffit, votre rôle ne va pas jusque-là. Mais nous devons aussi, dans le cadre de notre devoir de conseil, être là-dessus très vigilants. Je m'excuse d'être été aussi long pour compléter, mais j'ai vu beaucoup de litiges dans ce domaine-là et d'où l'importance aussi de faire appel à des partenaires juristes, avocats, qui ont l'expérience. Parce que les avocats qui savent tout faire, du bail commercial au divorce, au pénal et aux liquidations, moi je me méfie toujours. Sauf qu'on sait des grosses structures, bien sûr, on peut avoir de certaines compétences, mais un avocat tout seul n'a pas toutes les compétences, comme nous-mêmes, on n'a pas toutes les compétences. Alors l'autre question, c'était au niveau des honoraires. Comment les évaluer, sachant que le champ d'action est très large et que on ne sait pas toujours au début sur quoi ce que ça va générer comme temps et comme service de base. Tu veux en parler, Frédéric? Oui, je peux dire un mot. Alors déjà, un des points essentiels, mais comme toutes nos missions finalement, c'est la lettre de mission et c'est le contour de la lettre de mission et le contour de la mission qui va être défini, qui va aussi permettre à un certain moment de dire, bah là, on sort du champ et là, on est en plein dedans, donc pour le cas échéant, modifier les honoraires.
Il n'y a pas de règle précise, assurément, et il est évident que ça fait partie des missions sur lesquelles on n'est peut-être pas certain, alors je le dis là, ça n'engage que moi cette formulation, mais on n'est peut-être pas certain de vendre toutes nos heures, effectivement, parce que il y a des choses qui vont peut-être sortir un peu du cadre, mais pas complètement, ou des choses qui mettent à la frontière, et en tout cas, me concernant, et c'est la manière dont j'envisage mon métier, mais je suis pas avec un chronomètre pour dire, voilà, j'ai passé 1 heure de plus, donc voilà. Donc assurément, ça fait partie d'un lieu où peut-être il y a une difficulté sur la valorisation exhaustive de toutes nos heures. Pour autant, ça peut aussi se traiter un peu en amont dans l'appréciation du temps qu'on va passer, dans la proposition d'un forfait qui va intégrer tel et tel sujet. Mais encore une fois, on revient sur une question de l'aide de mission et sur une question de contour de ce que l'on va faire. Ce sont des éléments qui s'apprécient au cas par cas. Et on connaît nos clients. Alors, si c'est un client qui vient nous voir juste pour l'accompagner et qu'on ne le connaît pas, c'est un peu différent. Mais si c'est un de nos clients ou quelqu'un avec qui on a déjà été en relation, c'est un petit peu différent. On a forcément une approche qui est sinon personnelle, du moins on connaît l'environnement. Voilà. Mais il n'y a pas de. Je crains assez élégamment de ne pas avoir de réponse toute faite pour dire il y a tel type d'honoraire et tel type de taux horaire. Jean-Luc, peut-être. Oui, oui, moi je crois que à la différence de certains intermédiaires qui ne font que la présentation, un peu comme une agence immobilière qui a mis en vente un appartement et qui prend des honoraires avec un pourcentage, nous, notre rôle peut être très différent d'une affaire à une autre euh, et l'accompagnement peut être très long, euh, que ce soit pour la cession ou pour la reprise. Pour la cession, il y a souvent, on a besoin de préparer l'entreprise à la cession, on a besoin d'anticiper, de faire des simulations fiscales, de préparer des choses. Donc, en fait, c'est un peu du sur-mesure. Et à chaque fois, à nous d'apprécier le budget d'honoraires, le budget de temps et d'honoraires conséquents. Euh, et les intermédiaires, souvent, ne font pas ce travail-là et sont payés au résultat. Donc, leur rôle, c'est que ça se signe. Nous, notre rôle, quelquefois, c'est de pousser nos clients à ne pas signer. Parce qu'il y a quelquefois des conditions qui ne sont pas bonnes. Ou quelquefois, il y a des valeurs excessives. Notre rôle, c'est pas de faire pour faire. Encore une fois, on a un rôle de conseil. Alors, je continue à lire les questions parce que en parlant, je vois que l'appétit vient en mangeant et qu'on a eu des questions qui sont posées pendant que nous parlions. Un de nos confrères, Vincent, je sais le prénom, il se reconnaîtra, nous dit qu'il aimerait nous rejoindre. Il nous demande si on fait des matinales en présentiel. Alors, c'est une très bonne question. Nous avons fait beaucoup de matinales en présentiel. Et en fait, après le Covid, on a fait plutôt des matinales en visio. Et on s'est rendu compte qu'en visio, il y avait beaucoup plus de présents qu'en présentiel. Donc, on a poursuivi pour l'instant en visio, même si ça limite les échanges comme on pourrait le faire si on est tous ensemble. Mais quelquefois, certains n'osaient pas prendre la voiture le matin ou le transport en commun, venir à une réunion quand c'était loin de chez eux ou de leur cabinet. Mais on est en train de réfléchir pour peut-être faire un mixte entre présentiel et visio. Mais si vous voulez nous rejoindre, cher Vincent, il faut nous envoyer vos coordonnées et on vous invitera. Il faut nous écrire au Conseil de l'Ordre, donc à Paris. Vous avez les coordonnées du Conseil de l'Ordre de Paris et adresser votre message au comité de transmission. Et on vous donnera une réponse, bien entendu, et on sera ravis de vous accueillir et vous rencontrer. L'autre question qui a été posée pendant ce temps-là, c'est que un dénommé prénom Laurent, qui dit que nous avons abordé le fait d'accompagner le cédant dans le choix de la modalité de cession entre fonds de commerce et titres. On a souvent cette question, est-ce que on a des conseils donnés dans ce domaine-là? Juste rappeler que nous avons déjà fait une matinale il n'y a pas très longtemps, peut-être 2, 3, 4 mois, ou 6 mois maximum, sur le choix justement entre cession de titres ou fonds de commerce. Alors, j'imagine que nous avons sur le site la matinale qui a dû être enregistrée. Si elle ne l'est pas, je conseille à Laurent de nous donner ses coordonnées
et on verra comment lui faire parvenir l'information adéquate. Et puis, j'ai une autre question d'une Floriane qui nous demande si on a déjà rencontré des cas de mise en cause d'experts comptables dans le cadre d'un accompagnement d'un repreneur. Alors, est-ce qu'un de vous veut répondre? Je ne peux pas toujours répondre à toutes les questions, mais je peux. Est-ce que Frédéric, tu veux répondre ou Patrick? Alors, je n'en ai pas vu ou pas constaté ou dans mon entourage. Le fait est, c'est que en revanche, j'en ai vu en action auprès du tribunal de commerce. Voilà, mais j'ai pas d'expérience là-dessus aujourd'hui. Oui. Alors, mise en cause, moi je n'en ai pas non plus vu à titre personnel, mais bien entendu, je sais bien que lorsqu'il y a une difficulté, certains cherchent toujours un coupable. Il ne faut pas dire un bouc émissaire. Et en tant que commissaire aux comptes, quelquefois, on voit bien que certains veulent nous mettre sur le dos des actions mauvaises de la part du dirigeant. Donc, pour la session d'entreprise, j'ai alors beaucoup insisté sur le fait que nous ne devions pas être, dans le cadre d'un accompagnement, uniquement des accompagnants serviles, mais responsables. Et moi, je peux vous dire que j'ai eu des cas de clients qui n'étaient pas très contents de moi, enfin parce que à qui on a déconseillé de racheter une entreprise pour des raisons quelquefois de sécurisation, de prix ou d'autres choses. Il y en a qui. Et je parlais du coup de foudre, c'est ça. Il y a des clients qui veulent tellement acheter une entreprise, et puis en réalité, il y en a qui cherchent, qui ne trouvent pas, et qui, avec le temps, sont moins exigeants sur les conditions. S'ils avaient 2 ans qu'ils cherchent, ils n'ont pas trouvé, qu'ils en voient une, ils veulent absolument l'avoir. Et nous, notre rôle, on doit être très serein et zen. Hein, et notre intérêt, bien sûr, c'est notre client rachète. Hein, on a des missions potentielles derrière, c'est notre intérêt. Mais en tant qu'expert, en tant que conseil, on a un devoir de conseil et de sérieux. Donc, tout à l'heure, Patrick parlait du financement. C'est aussi un sujet très important. Parce qu'il y a des belles boîtes à reprendre et dont on n'a pas les moyens. Hein, tout le monde peut rêver de telle ou telle entreprise. Bon, mais quelquefois, quand on a des gens qui ont une expérience aussi de gérer une entreprise qui fait 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a quelques collaborateurs, et qui veut une boîte qui en vaut 5, 6 ou 7, quelquefois, bon, c'est bien d'avoir de l'appétit, mais il faut avoir les moyens, la capacité et l'expérience. D'où, quelquefois, notre conseil, c'est de se mettre à plusieurs, de ne pas être tout seul, de s'associer, de mettre d'autres partenaires, d'autres compétences aussi. Parce que les meilleures affaires que l'on voit en réalité, quand on regarde l'expérience des entreprises au fil du temps, les plus belles réussites sont des entreprises qui sont gérées à plusieurs, hein, où il y a au moins 2 compétences qui ne sont pas toujours possédées par la même personne. La compétence de développeur créative, des produits, du commercial, et la compétence de la gestion, du management, de la rigueur. On n'est pas toujours à la fois et créatif et rigoureux. Et pourtant, dans une entreprise, il faut oser, il faut prendre des risques, mais il faut aussi gérer, et c'est des détails. Donc, nous, souvent, on pousse les clients à travailler avec des associés ou quelquefois même d'associer quelqu'un de l'intérieur, parce que l'évolution du temps, c'est aussi que l'association peut se faire avec des salariés. C'est un développement intéressant que l'actionnariat salarié. On a même vu récemment dans la presse professionnelle un cabinet qui avait associé une large part de ses collaborateurs dans une structure d'associés. Ils ne sont pas majoritaires, mais enfin, ils auraient pu d'ailleurs. Mais c'est-à-dire qu'il y a une tendance aussi à intéresser les collaborateurs. Parce qu'une entreprise, vous savez comme moi, enfin, il faut des dirigeants de qualité, mais il faut aussi avoir des équipes. Voilà. Donc, et les équipes aujourd'hui, il faut, avec les générations nouvelles, il faut s'adapter. Alors, je vois que je parle et les questions arrivent, c'est incroyable. Hein.
Alors, je rajouterais juste sur la question de la responsabilité, de la mise en responsabilité. Il ne faut pas hésiter à écrire beaucoup de choses à nos clients en fait. Et aujourd'hui, je trouve que l'usage du mail peut être très pratique. Alors, il faut le manier avec précaution, mais l'usage du mail pour rappeler des principes, pour dire attention, on a isolé tel sujet ou peut-être tel point mériterait d'être approfondi de manière particulière, nous permet, sans être dans un courrier recommandé pour dire à notre client et faire ou montrer une clause exonératoire de responsabilité de manière un peu trop forte, ça nous met aussi dans la situation de purger notre devoir de conseil à différentes étapes. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à être presque très communicant sur ces sujets-là dans le déroulement de la mission. alors nous avons Juste sur ce sujet-là, 2 secondes. Hein. Sur la partie audit d'acquisition, les honoraires perçus par rapport aux risques qui existent sont relativement importants. Alors, je ne sais pas comment jugerait cela d'un tribunal, et je n'ai pas envie de le savoir. Mais moi, je mets systématiquement une limite sur la responsabilité du cabinet. Hein. Parce que si on a un audit d'acquisition à 15 000 €, c'est pas une très grosse boîte, mais qu'on a un pépin à 2 millions ou 3 millions d'euros, bon, vous direz, on est couvert par l'assurance, mais quand même, en tout cas, c'est pas mon mode de réflexion. Et bien évidemment, sur le rapport définitif, s'il y a eu des choses sur lesquelles on n'a pas pu finir notre travail, parce qu'on n'a pas eu les éléments, parce qu'on nous a bloqués, etc., on l'écrit noir sur blanc hein, pour que la personne puisse prendre ses décisions en connaissance de cause. Sur le juridique, j'ai pas de souci particulier parce que comme j'ai toujours travaillé avec des gens qui s'appellent des avocats, donc là je suis plus en conseil, donc je pense que le risque est faible. S'il y avait un risque quelconque, ça serait plutôt l'avocat qui serait en mise en cause. Voilà, pardon, mais je crois qu'il y a encore d'autres questions. Oui, alors il y a une de nos auditrices qui nous explique comment elle fait. Dans notre cas, nous faisons un mandat de conseil, de mission globale pour accompagner nos clients acquéreurs sur 1, la valo, 2, due diligence, d'acquisition, recherche de financement, etc. etc. Bien entendu, notre lettre de mission type, vous pouvez voir sur le site du Conseil national de l'ordre, reprend tous ces éléments-là, et cette auditrice complète en disant que pour les cédants, l'accompagnement porte 1 sur la valo, 2 sur la recherche de repreneurs, 3 sur la réalisation de la data room et la négociation. Alors, merci pour cela, Bouya. Et nous avons une autre chose. Oui, ça arrive, ça n'arrête pas maintenant. C'est dur à démarrer. Sylvain qui nous écrit est-ce que la mise en place de la mission d'accompagnement nécessite une assurance particulière pour le cabinet, notamment en raison du montant en jeu? Est-ce que vous voulez répondre, Patrick ou comment je ferai? On ne va pas te priver de répondre à cette question. On n'a pas? On ne va pas te priver de répondre à cette question. Ouais. En fait, j'ai pas de réponse, donc je préfère ne rien dire plutôt que dire une bêtise. Ah, bon. Mais, alors, moi, ce que je pourrais dire, c'est que normalement, les missions d'accompagnement font partie de la mission d'expert comptable et donc sont comprises dans notre contrat d'assurance. Il faut peut-être regarder si le contrat que l'on a est un contrat type de l'ordre ou s'il était spécifique. Et si on en fait de manière intense, peut-être qu'il faudrait mieux valider, préciser sur le contrat d'assurance RC d'un professionnel ce type de mission, si ça devient un élément important. Parce que dans notre profession, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que nous pouvons avoir tellement de missions différentes. Donc, j'étais hier en réunion avec des confrères qui ne font que de l'évaluation financière d'entreprise ou d'évaluation de dommages et de risques. Voilà. Ils ne font que. Donc, on peut avoir des confrères qui ne font que de la comptabilité, donc ils font que ou quel type de clientèle. Pour les missions de transmission, elles sont tellement particulières, et je sais aussi qu'il y a des confrères qui ne font plus que ça, parce qu'ils ont trouvé ça intéressant, qu'ils sont peu à peu créés un réseau, sachant que, à la différence d'une mission classique d'expertise comptable,
la récurrence n'est pas toujours évidente, hein, parce que quand on veut une entreprise, on va l'avoir une fois. Alors on peut chercher à la revendre une deuxième fois un peu plus tard, un peu comme les boîtes, les cabinets de recrutement qui vous placent un collaborateur et qui c'est bon le chercher pour le replacer ailleurs au bout de 2 ans, au bout d'1 an. Mais il y a aussi des clients qui sont des investisseurs et donc on va avoir plusieurs missions pour le même client. Donc ça peut prendre une part conséquente de notre activité au cabinet. Moi, je souhaite à tout le monde d'avoir beaucoup de travail et on est une profession où on a beaucoup de travail. Mais je souhaite d'abord à tout le monde de trouver les collaborateurs adéquats, parce que je sais qu'en termes de recrutement, ce n'est pas toujours évident que de trouver les personnes adéquates par rapport au profil recherché. On a épuisé les questions. La dernière était de 10h23 de Sylvain, et il est exactement 10h30, l'heure à laquelle nous devions boucler au maximum ce webinaire, cette matinale transmission. Donc je tiens à remercier tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant. Vous êtes nombreux et ça fait plaisir, ça prouve votre intérêt. Je tiens à remercier aussi très fortement nos intervenants, hein, Frédéric Turbat et Patrick Soussana, qui sont deux confrères de très grande qualité que je fais depuis longtemps et que j'apprécie beaucoup. Merci pour ce que vous avez préparé avec clarté, pédagogie. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine matinale pour ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup. On est à votre écoute. Et bonne journée à tous. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.